Dans mon atelier d'écriture, un cycle qu'on appelle le roman maison parce qu'on part d'un grand livre qui est tout entier sur un immeuble. Bien sûr, La vie mode d'emploi de Georges Perec. Je me suis mis un petit peu décalé parce que là, c'est une masse de Balzac sur la table. C'est mon hiver Balzac, mais est-ce que c'est vraiment incompatible avec ce monument là, de vie au pluriel rassemblé, plus toute sa construction là, avec des index, des histoires encastrées, se déplie sur un siècle exactement de la vie de cet immeuble de 1870 à 1973. Je crois que la comédie humaine, elle se prolonge complètement dans La vie mode d'emploi de Perec. Alors l'idée, vous savez qu'on a fait au printemps dernier un cycle qui s'est appelé Sur la nouvelle, où j'ai découvert, bon c'est toujours comme ça, mais il y a un moment où les cycles, on essaye quelque chose, on a une intuition, et puis ça se met en place de toute façon, on dit « Ah, ça, on ne s'y est pas pris comment ? On ne s'y est pas pris de cette façon-là déjà. » Donc l'idée, c'était de travailler sur la nouvelle, et de travailler, ça a pris la forme de deux boucles, une avec cet archétype du livre, au fond du récit, et puis une autre avec l'archétype du personnage. Je pensais à une troisième boucle, mais cette troisième boucle ne pouvait pas fonctionner comme ça, c'est devenu le cycle éco-poétique. Oui, tout ça, c'est vivant, on reprend à mesure. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux boucle livre, boucle personnage ? Je l'ai dit au départ, toute l'idée de la construction de nouvelles, c'était de ne pas en faire une intention. C'est-à-dire, on commençait par accumuler de la matière, de faire des essais plutôt transversaux, mais tous liés à cette thématique. Et puis, une fois que c'était là, ben oui, à un moment donné, ça se rassemble et ça dresse là l'idée devant nous d'une structure. Et cette structure, ben, elle va cannibaliser, aspirer comme ça ce qu'on a déjà mis en place. Et précisément, c'est l'arbitraire, la résistance là, de ces matériaux préalables qui donne à cette architecture de la nouvelle sa solidité. Et ça, j'avais envie d'y revenir, et même plus, en reprenant quelque chose qui est ancien dans ces cycles, c'est l'idée de comment on réfléchit à la construction du livre. C'est-à-dire ne pas faire atelier d'écriture, une proposition, un truc, une proposition. Non. Alors l'idée de cycle, d'appropriation, ça a toujours été un petit peu mon ADN en atelier, mais alors depuis plus de 30 ans. Mais l'idée de comment le livre peut se construire à côté ou au-delà, ou en résistance à nos intentions, comment il peut s'imposer en tant que livre hors de nous-mêmes. Et là se crée ce pacte triangulaire, auteur, lecteur, objet de lecture, dépôt de matière et de savoir, comme disait le cher et défunt Denis Roche. Tiens, c'est marrant. Oh, il y a un son de La vie mode d'emploi qui vient dans notre atelier. Alors, l'idée, donc, pourquoi ce rappel ? Eh bien, c'est parce qu'on va faire 14 propositions liées à la vie mode d'emploi. 14, c'est arbitraire aussi, c'est juste pour s'emmener là comme ça sur un cycle hiver. Et l'idée aussi de travailler sur la fatigue, la vôtre, mais la mienne, c'est-à-dire, tu les vois en ce moment, tes 14 propositions ? Ouais, 5 ou 6, ce serait fastoche. On l'a fait sur Espèce d'Espace très récemment. Tiens, 5 propositions successives qui obligent à aller chercher dans le livre des petits déplis qu'on ne connaît pas. Mais moi, j'ai jamais travaillé sur le fond avec la vie mode d'emploi. Donc c'est arbitraire, ouais, c'est arbitraire, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est la vie mode d'emploi ? Donc, un lieu, cet immeuble, un lieu collectif, c'est-à-dire que si superpose, si juxtapose à chaque étage, depuis les caves jusqu'aux chambres de bonne tout en haut, palier par palier et appartement par appartement, une suite comme ça de structures sociales qui sont des familles, qui sont des individus, et puis il y a le dépli dans le temps, c'est-à-dire que même appartement va pouvoir être occupé par plusieurs familles qui n'ont rien à voir, et c'est ça, cette marqueterie-là, en 4 dimensions, dans l'espace, plus la ligne temporelle qui fait le côté infini de la vie mode d'emploi. Est-ce que c'est infini ? Non, on a 100
chapitre, c'est très précis. On a une histoire de puzzle qui rassemble tout ça, on y viendra probablement. Et puis il y a une suite d'index là, qui permettent de croiser différemment les circulations, d'organiser notre propre parcours ici. Alors moi, l'idée, là, au départ, alors vous savez que la vie mode d'emploi de Pérec, l'intuition lui est venue de ce fameux dessin dont on a parlé la semaine dernière, Saul Steinberg, dans les années 50, un immeuble justement dont on enlève la façade et on voit à un moment donné toutes les familles occupées là dans leur petite solitude, leur petit quotidien, mais avec tous ces signes là qui dénotent les construction sociale afférente. Et moi, je me suis dit, tiens, si on prenait ça comme point de départ, alors le point de départ, l'appui textuel, je l'ai pris là dans le chapitre 99, terminal de la vie, mode d'emploi, où justement, au bout là, des 800 pages du livre et puis des 100 ans de l'immeuble, ce 28 juin 1973, la façade enlevée, on voit fixement à quoi sont occupées toutes ces familles. Et moi, ce que je vous avais proposé, là, et ça y est, l'atelier est lancé, c'est de chercher pour vous, là où il y aurait l'intuition qu'un tel lieu rassembleur est possible. Alors, est-ce que c'est un immeuble ? Ça, c'est l'immeuble dans Paris intramuros, haussmannien, ça vaut pour Pérec. Mais si c'est une tour à Bobigny, comme ça a été le cas, moi, dans certaines années, c'était quoi, 1986, et ça a produit plus tard à Berlin Décor Ciment, mais ensuite c'était la maison de Storkwinkel à Berlin, qui était une espèce de maison-résidence où sous vos pieds, c'est Arvo Pärt qui vit, et puis on a ses relations amicales où et quand ? Dans l'escalier. Et puis l'étage au-dessus, mais là on allait l'un chez l'autre, c'était un écrivain roumain, Norman Manea, mais c'est aussi ce genre de choses que j'ai vécu à la Villa Médicis. Alors là, tu as l'allée, tu as les pavillons, tu as la passerelle transversale, il y a les ateliers dispersés dans le parc. Bon, oui, c'est ça. Mais prenez rue de la Sardine de John Steinbeck, ou bien, là j'avais parlé aussi des Lions de Lucy Hellman, ce lotissement de la vie moyenne américaine, cette femme à la fenêtre de sa cuisine pendant 3 heures, tout ce qui lui passe dans la tête. Donc cette idée de lieu, c'était à vous de la déterminer. Simplement, lieu collectif, lieu qui ne soit pas assigné simplement à petite famille, papa, maman, les 2 enfants. Je ne dis pas ça avec mépris, c'est mon propre contexte, sauf que chez Pérec, qui est orphelin de père et orphelin de mère, quand on a, par exemple, dans W, ces illustrations de livres scolaires avec le papa, la maman, les 2 enfants, c'est très lourd de conséquences et de suggestions, voire exercice qu'on avait fait sur l'usage du conditionnel. Vous voyez, tout ça se met en place sur de longues durées. Et donc, à partir de ce moment, moi, j'ai ce point d'appui qui est ferme. Ouais, partir d'un lieu collectif, oui, ça, c'est ce qui va nous rassembler, mais c'est pas gratuit. Et il faut que pour vous, ça corresponde à une nécessité. Hôtel, immeuble, hameau, comme dans Faulkner, avec son livre de nouvelles qui s'appelle Le hameau, ou bien même son comté de Yoknapatawpha, imaginaire. Bon, tout ça, on en a parlé la semaine dernière. Donc maintenant, je suppose que vous le savez, l'enjeu de la première proposition, c'est-à-dire que sur cette intuition, on puisse, sans avoir à la fixer, sans avoir à en faire un objet clos, déterminant, se dire si je pense à cet objet, voilà les personnages immobiles que je vais apercevoir. C'est-à-dire, le lieu, on le gardait à distance, on ne s'occupait que des personnages et pas du fond, pas du contexte. Et ça, justement, en 14 étapes, on a du temps pour faire que le lieu advienne, mais disons grossisse, comme désir, comme menace, ça m'est égal, qu'il s'approche, justement parce qu'on ne va pas parler de lui. On va le laisser venir en parlant d'autre chose. Oui, mais
comme ces personnages-là, saisis dans leur petite boîte, une autre chose qui soit quand même reliée à ce lieu. Et donc à mesure là, que je lis, relis, m'enfonce, je vous dis, il y a une affinité balsacienne qui n'arrête pas de me surprendre. Alors, 100 chapitres, mais ces 100 chapitres sont eux-mêmes divisés en parties. Et première partie, deuxième partie, troisième partie, combien on en a? On a 6 parties. Et il y a quelque chose de commun à la fin de la première partie, le chapitre 21, puisque probablement maintenant vous avez le livre, vous aussi, sur la table qui ne quitte pas. Et fin de la deuxième partie, on a autre chose, mais fin de la troisième partie, c'est le chapitre 64, et les deux ont un point commun qui ne se retrouve que ici. On est dans la chaufferie 1 et dans la chaufferie 2. Et si je vais voir, commençons par le chapitre 64 dans la chaufferie 2, page 380 de mon édition. Je ne sais pas si le poche a la même pagination. Dans la chaufferie 2, dans un petit local au mur couvert de compteurs, de manomètres et de tuyaux de tout calibre. Ouais, il doit y avoir le gaz, l'électricité, l'arrivée du téléphone, maintenant de la fibre, les robinets pour couper sécurité des compteurs d'eau et tout ça, où est installée la chaudière proprement dite. Et vous savez qu'avec l'installation de l'ascenseur en 1935, l'installation du chauffage central a été un des éléments réunificateurs, constitutifs de l'histoire de cet immeuble. Un ouvrier accroupi, il a un nom ? Non. Il est lié à l'immeuble ? Non. Mais il est là. Un ouvrier accroupi. C'est-à-dire qu'on attaque sur le corps de l'ouvrier, et si on attaque sur le corps de l'ouvrier, et ce qu'il est en train de faire, tripoter ses manomètres, ses compteurs et ses tuyaux, est-ce qu'il va exister autour, l'immeuble ? Est-ce qu'on a besoin d'en parler ? Je dis immeuble, mais ça peut être la rue, ça peut être tout ce qu'on a défini ensemble, la tour, mais ça peut être aussi un espace de bureau. J'en ai pas vu encore arriver là dans les textes, mais ça va venir. Un espace collectif qui soit lié au travail. Dans un collège ou un lycée, il y a une salle des profs, il y a des couloirs, il y a une entrée, il y a l'administration. C'est ça pour nous l'enjeu. J'espère que ça vous ne le louperez pas. Relisez Thierry Bansingel, par exemple, avec tout, quand il est dans l'univers des France Télécom. Il y a des enjeux pour nous aussi, à nous, là, de savoir sauter là où il y a les bons enjeux. Un ouvrier accroupi examine un plan sur un papier calque. Le plan de quoi ? Forcément, le plan de l'immeuble, là, avec la chaufferie sur laquelle il est en train de travailler. Donc, une espèce de mise en abîme. Est-ce que vous allez parler de l'immeuble ? Peut-être pas, mais s'il y a un plan, ça veut dire qu'il y a cette espèce déjà de décalque et de mise en abîme, et peut-être que le plan, vous pourrez en parler. Et si vous parlez du plan, est-ce que le plan, si on sait que c'est celui-là de l'immeuble, laissera indifférente ? Non, la représentation qu'on cherche à laisser venir, sans en parler directement, elle interviendra par ce détail. Un ouvrier accroupi examine un plan sur papier calque posé à même le sol bétonné. Là, par contre, le sol bétonné, c'est celui de l'immeuble. Sol, adjectif, bétonné. Il porte des gants de cuir et un blouson. Ça y est, précisons l'ouvrier. Et si vous précisez l'ouvrier, le fond ou le contexte ou ce qu'il y a autour, ça restera indifférent ? Non. L'immeuble va surgir parce que vous parlez de l'ouvrier, donc il y a un contexte. Il porte des gants de cuir, un blouson, et semble passablement en colère, sans doute parce que tenu de respecter les clauses d'un contrat d'entretien, il se rend compte que cette année-là, le nettoyage de la chaudière va lui demander davantage de travail qu'il ne l'avait prévu et que son bénéfice sera diminué d'autant. Fin.
Ensuite, un saut temporel, dans la même chaufferie, pendant la guerre, Olivier Cella, danseur réduit, que pendant la guerre, Olivier Graciolet installa son poste de radio et la machine à alcool sur laquelle il tirait son bulletin quotidien de liaison. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière, en quoi sur ces 100 ans d'immeubles, les 5 ans d'occupation sont une sorte de... la France à l'envers, la France si se tait. Pourquoi ne se révolte-t-on pas, demandait Walter Benjamin. C'est sans doute à la fois le centre géographique et le centre politique de la vie, mode d'emploi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et allons voir, première chaufferie, donc chapitre 21, page 107. Ce ne sera pas plus long. Mais on a du temps. On a du temps pour laisser venir. Je dirais que cet exercice de patience, cet exercice de confiance, se dire, si j'ai choisi ça, si j'ai l'intuition de ce lieu, que ce soit les couloirs du collège, le portail d'entrée, l'administration, la salle des profs et la salle de classe, et la machine à café, ça va venir. Ça va venir, mais à condition justement qu'on ait cette suite de matériaux, c'est pour ça que j'ai parlé du cycle sur la nouvelle, qui soit la fabrique qui, à un moment, va se renverser. Et c'est là où il faut et de la patience et de la confiance. On a confiance et patience dans sa propre intuition. C'est là-dessus qu'on doit travailler pour que le livre, pour que le récit soit possible. Et ça suffit. Mais on ne demande pas d'y aller trop vite. Une fois par semaine, vous inquiétez pas. Puis de toute façon, après, vous écrirez plus, vous reprendrez les textes existants, vous les grossirez, tout ça va se mettre en place. Mais là, pour l'instant, étape après étape. Chapitre 21, dans la chaufferie 1. Un homme est couché à plat ventre sur le Un homme est couché à plat ventre sur le sommet de la chaudière qui alimente tout l'immeuble. Donc, l'immeuble est là. Mais on ne le voit pas. On sait que qui alimente tout l'immeuble, on est dans quoi? Prenez un corps. Vous savez, vous avez tous vu ces planches d'anatomie. Tu as la planche avec les nerfs et le système nerveux. Tu as la planche avec les muscles et les tendons. Tu as la planche avec les veines et les artères. Donc, ce qui alimente tout, l'immeuble devient corps, devient réseau. Est-ce qu'on voit l'immeuble? Non, on voit les tuyaux qui l'alimentent. En l'occurrence, qui alimentent le chauffage central. C'est bête de travailler sur une histoire comme ça? Ouais. Mais faisons l'expérience de ce truc bête. Après, je vais vous donner d'autres pistes. Un homme est couché à plat ventre. Alors, couché à plat ventre, c'est que c'est tout petit détail. Probablement, il ne faut pas surcharger. Mais au début d'espèce d'espace, il y a ce truc aussi. C'est-à-dire, on commence par le lit. Le lit, parce que c'est le lieu où on lit des livres et où on écrit ses propres livres. Et dans la mémoire, dire qu'est-ce que je lisais dans l'enfance? Pérec ne peut pas le retrouver. C'est pas la mémoire volontaire. Il y a eu l'oubli et toutes les conditions de la guerre et de l'après-guerre. Oui, mais il se souvient qu'il lisait à plat ventre. Et si le petit garçon lit à plat ventre, à ce moment-là, les livres qu'il a devant les yeux vont revenir à cause de à plat ventre. Et ça, la tactique d'espèce d'espace, c'est que on garde juste ce petit mécanisme, et c'est lesquels, ces livres? Ce sera dans W ou le souvenir d'enfance qu'on développera. Donc, ne surchargeons pas, mais l'expression à plat ventre, là, elle nous fait traverser une autre séquence de temps qui est celle de l'auteur cherchant ce dont la mémoire volontaire, consciente, ce à quoi, la mémoire volontaire et consciente ne lui donne pas accès. Un homme est couché à plat ventre. Regardez même le début de la phrase. Un homme. Pérec, 1974, le film Un homme qui dort. Et un homme qui dort, est-ce qu'on est dans l'immeuble de la vie mode d'emploi? Non. Mais son lieu collectif, c'est la ville de Paris. Sa mansarde, les toits, les rues où il déambule,
etc. Prenez le temps d'aller revoir un homme qui dort, si vous ne trouvez pas tout de suite. Qui ça va être, votre personnage extérieur au lieu, qui va vous permettre que le lieu existe le temps du texte, qui alimente tout l'immeuble, ça nous en dit pas plus qu'avec l'ouvrier, les manomètres et compteurs, mais on les voit très bien, on sait ce que c'est que ces manomètres et ces compteurs. Mais parce qu'on parle de cet homme couché à plat ventre, avec juste le syntagme qui alimente tout l'immeuble, le temps d'écriture et le temps d'écriture, c'est pour vous. Le temps de lecture, c'est pour nous. Mais le temps qui sera celui pendant lequel on vous accompagnera écrivant sur cet homme et nous lisant ce dont il est question pour cet homme, eh bien, l'immeuble sera présent. Il sera présent en arrière-fond le temps de la lecture, sans qu'on ait besoin d'en parler. Mais il sera là. Et je dis l'immeuble, je dis comme chose générique, le lieu collectif que vous avez élu pour celui qui vous est nécessaire pour votre travail. C'est un homme d'une quarantaine d'années, il ne ressemble pas à un ouvrier, donc rien à voir avec l'ouvrier qu'on retrouvera au chapitre 64, mais plutôt à un ingénieur ou à un inspecteur du gaz, en gros un technicien. Il ne porte pas des vêtements de travail, mais un costume de ville, une cravate à pois, une chemise de tercale bleu ciel. Ah bon, ça compte ? Ça compte pas forcément. Mais le temps que vous parlez de la chemise et de la veste du technicien, là, en visite sur la chaudière, eh bien, la petite bulle de la chaufferie et donc l'immeuble, le lieu collectif que vous avez élu, est présent. Ça que je vous ai proposé pour cette deuxième étape. Il s'est protégé la tête en la couvrant d'un mouchoir rouge noué aux quatre coins qui évoque vaguement une calotte de cardinal. Pourquoi pas ? Il essuie avec une peau de chamois. Ça, on avait beaucoup ça à l'époque, un peu moins maintenant. Une petite pièce cylindrique se terminant d'un côté par une tige filetée et de l'autre par un clapet à ressort. C'est-à-dire, voilà un objet typique là de plomberie, tuyauterie, enfin en tout cas entretien de cette chaudière à gaz qui produit le chauffage central pour l'immeuble. Ben, t'as un petit clapet. Si ce petit clapet il est coincé, il n'y a plus rien qui marche. C'est quoi ? Ben, allez lire chez Francis Ponge. Décris le clapet avec précision. Eh bien, tout le reste s'en suivra. L'idée même de la précision va s'appliquer aussi à l'arrière-fond et donc au lieu en général. À côté de lui, une page arrachée à un journal dont on peut lire quelques titres, placards ou fragments. Là, on se retrouverait plutôt chez Claude Simon, la leçon de choses. Ben voilà, tu as le technicien, et à côté du technicien, ben, y a ce bout de journal. Alors, qui ça va être, nous ? Alors vous, maintenant, je suppose qu'une fois la proposition 1 accomplie, vous avez l'idée de sur quoi vous travaillez, ce sur quoi vous travaillez. Maison, immeuble, hôtel, lieu de travail, lieu commercial, un supermarché, ça me va très bien. Ou, tenez, une carrière en pleine campagne, mais avec ses petits KGB, avec les gars qui sont sur les machines, ou un chantier. Qui me travaillera sur un chantier ? Ou un lieu d'éducation ? Ou un hameau, j'avais parlé de la nuit du carrefour de Georges Simenon. T'as 4 routes, t'as un bistrot, t'as une maison un peu abandonnée, t'as un vieux garage, puis voilà, tu l'as, ton travail. Ou, pourquoi pas, la ville elle-même. Manhattan Transfer de John Dos Passos, c'est géant, ouais, mais c'est pas grave, c'est vous, c'est à quel moment, parce que ça a aussi le déroulé, c'est telle ville pendant telle période. Et prenez Kafka, le procès, ou le château, cette idée là dans qu'est-ce qui réunit les différents lieux du procès. Comment s'articule là la disposition du village au pied du château, et puis que le château on n'ira pas, mais qu'il y a l'auberge qui sera un lieu transitionnel. C'est une géographie. Donc c'est à quel monde concret vous relie votre intuition géographique de l'écriture. Je pousse un peu avec ça. Alors voilà, tout simplement, la proposition, c'est quoi ? Vous entrez là, dans le lieu que vous avez choisi par votre intuition. Et là, Pérec, dans ces 2 petits paragraphes tout simples,
chapitre 21, chapitre 64. Dans le premier, c'est un brave technicien qui est venu avec sa camionnette, puis qui vient voir, et puis qui essaye de nettoyer le petit clapet en espérant que ça va remarcher, puis qu'il y a un vieux journal qui date de la guerre, ou une notice appliquée au mur, puis ça y est, ça suffit, c'est parti. Deuxième coup, c'est cet ouvrier qui, lui, vient faire les réparations, parce que c'était plus grave que ce qu'on pensait, mais là, couché à plat ventre, devant lui, qu'est-ce qu'il y a posé? Le plan de l'immeuble. Et c'est tout. Mais là, moi, devant ma porte, là, que vous voyez pas, il passe pas grand monde, mais il y a les gens qui font passer leurs chiens. Je finis par connaître tous les chiens qui se baladent, tous les chats même aussi, mais eux, il n'y a pas besoin de gens qui les promènent. Et puis, de temps en temps, les éboueurs, ils sont venus pour le calendrier la semaine dernière. Donc, je les connais finalement, parce que d'année en année, tu finis par serrer la pogne et tu sais très bien leur visage. Je connais le nom du facteur, et puis ne serait-ce que parce que, avec mes envois de bouquins, la poste, ça devient une sorte de complicité active. Il y a besoin de ça? Non, mais typiquement, le facteur, il y a ça par exemple dans la petite roque de Maupassant, peut être ce personnage extérieur, parce qu'il n'est pas lié, lui. Il arrive à telle heure, il fait la rue, et il repart. Moi, je sais où il va. Je sais à peu près les restes de ses heures. Je sais aussi la grosse boîte où on lui dépose en bagnole les dépôts quartier par quartier, parce que sa tournée, c'est 3 de ces boîtes, et que les heures sont à peu près fixes. Mais par exemple, vous savez, la mode en ce moment, c'est pas qu'ici, c'est l'automne. C'est l'automne, il y a des feuilles. Tu prends un moteur 2 temps, une grosse souffleuse comme ça. Tu mets un casque pour pas entendre le bruit. Et on a des gars, alors avec des gilets orange, qui sont employés par les municipalités, ou bien des sociétés prestataires, et qui, eux, vont traverser la rue tout juste avec cette souffleuse, avec moteur thermique 2 temps, Bon, vous croyez franchement pas qu'on pourrait mettre un petit truc que les habitants sont priés de nettoyer eux-mêmes leur trottoir, par exemple, puis qu'on le ferait pas avec des souffleuses, puis que finalement, avec un bon balai, on y arriverait, tout ça. Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais ce personnage qui traverse avec une souffleuse, vous croyez que si vous parlez de lui, et de lui uniquement, comme Pérec parle des lignes de son technicien, et plus loin des lignes de son ouvrier, ça ne le fera pas exister complètement, le lieu. Donc à vous de trouver ce personnage extérieur, personnage qui traverse. Un livreur? Pourquoi pas? Une fourgonnette, appuie sur la sonnette, vous me signez là. On parle du personnage qui traverse. Et si on parle du personnage qui traverse, le lieu sera présent dans le temps et la durée, vous de votre écriture, nous de notre lecture. Et c'est ça qu'on va gagner dans cette deuxième étape. À vous d'amener ce personnage et de ne pas trop en demander. C'est la finesse de la touche, là. Pour l'instant, on est dans l'ébauche, la matière. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui remue, mature, tout ce qui grandit là, dans l'ombre, parce qu'on ne s'en occupe pas. On ne s'occupe que du personnage avec sa souffleuse et son casque. Il a quel âge? Il a quelle tête? Il est maigre, il est gros, il est jeune. C'est un jeune en contrat d'insertion. Allez, au boulot.